Cette ville de la banlieue nord de Tel Aviv, riche de 200 000 habitants, est aujourd'hui le symbole des tensions que traverse la société israélienne. Fondée en 1924 par des familles chassidiques de Pologne, elle constitue avec Jérusalem la plus grande concentration de juifs orthodoxes au monde. Une population à part, nous ne sommes pas forcément les bienvenus chez elle, car elles se sont jugées et incomprises. Bonjour à tous. Après des semaines d'interruption pour cause de confinement, nous reprenons le chemin de nos conversations. Et cette semaine, je vous emmène à Bnei Brak. A-t-on raison de montrer du doigt ces ultra-orthodoxes qui ne respectent pas les règles de confinement car Dieu est au-dessus des lois? Ou bien sont-ils victimes de préjugés car ils forment un milieu clos que l'on connaît mal? Eh bien le mieux pour répondre à ces questions, c'est de s'y rendre. Bienvenue aujourd'hui dans nos conversations à Bnei Brak. On a l'habitude de dire que c'est en temps de guerre que les Israéliens se soudent. Et pourtant, la guerre contre le corona a divisé tout un pays. Quand les uns descendaient dans la rue pour fêter Sukkot, rouleau de Torah à la main, d'autres étaient aussi dans la rue, mais cette fois-ci pour crier leur colère face à Benjamin Netanyahou. Alors le coronavirus a-t-il révélé au grand jour le conflit entre laïcs et ultra-orthodoxes? Débat à suivre. Et que se passera-t-il une fois la crise passée? Pourra-t-on réconcilier le peuple d'Israël? Des élections sont-elles inévitables? Nous vous poserons la question. Et avant de retrouver nos invités pour notre débat du jour, partons à la rencontre de Bnei Brak et de ses habitants. Rav Shimon Gober, shalom. Je suis enchanté. Merci de nous accueillir chez vous à Bnei Brak. On nous a beaucoup dit ces dernières semaines, vous les médias, vous les journalistes, vous nous caricaturez. Vous ne dites pas la réalité. Alors on vous a pris au mot et on est venu vous voir pour découvrir et un petit peu mieux comprendre qui est cette population de Bnei Brak. D'ailleurs, racontez-moi, c'est quoi vivre à Bnei Brak et être un ultra-orthodoxe, un craignant Dieu, littéralement, en 2020? Alors, tout d'abord, vivre à Bnei Brak, c'est vivre dans une ambiance de Torah, que ce soit du matin jusqu'au soir. Là où on fait les courses, tout est promu à pouvoir manger cachère, la scolarité des enfants, tout est idéal, que ce soit dans le principe, ne serait-ce que ramasser les poubelles, tout est réfléchi en fonction de la Torah. À veille de Pessah, ils nous disent exactement les horaires dans lesquels maintenant ils vont ramasser les dernières poubelles pour pas que les gens laissent du chametz dans les poubelles, c'est-à-dire c'est dans le moindre détail. C'est suivre vraiment les préceptes juifs à chaque instant de sa vie. À chaque instant de sa vie, dans les meilleures conditions. Et de son quotidien. Est-ce que vous vous considérez comme étant membre de l'État d'Israël et selon les règles de l'État d'Israël? Bien évidemment, peu de gens le savent. Si vous cherchez un commissariat à Bnei Brak, il n'y en a pas. Il n'y a pas de commissariat à Bnei Brak. Qui fait la loi? Sur la ville, sur 200 000 habitants. Il y a un petit commissariat tout petit, c'est un petit appartement comme ça, parce qu'il y a eu des cambriolages, parce que les gens ont tendance à laisser leurs portes ouvertes, tout le monde peut rentrer, et donc du coup il y a eu des abus là-dessus. Donc il y a eu besoin d'avoir une police qui circule dans la ville, mais il n'y a pas eu de police pendant des dizaines et des dizaines d'années à Bnei Brak. On vit extrêmement bien, Baruch Hashem, il y a un équilibre dans la société et on est très heureux et on se fier d'être en Eretz Israël, bien évidemment. Ouais, je vous posais cette question et vous le savez parce qu'on a entendu des voix dire mais chez nous on respecte nos lois à nous et on fait ce qu'on veut nous, les ultra-orthodoxes, et pas ce que le gouvernement ou une quelconque autorité peut nous dire. Alors ça, je ne suis pas d'accord. Parce que nos rabbinim nous demandent de respecter ce que la loi du pays, on se doit de le faire. Et d'ailleurs, ce que ce soit aussi dans les règles sanitaires, les rabbinim l'ont rappelé. Rav Chaim Kanevski, qui habite à quelques rues d'ici, nous a dit de bien respecter ça durant tout le... On en parlera justement de lui tout à l'heure. Alors justement, pour découvrir votre quotidien, vous nous avez gentiment ouvert votre porte. Nous sommes rue Yaakov Lando et maintenant on va monter ensemble au 3e étage. Allons-y. Alors voilà, vous nous avez gentiment accueillis chez vous. On voit d'ailleurs cette grande bibliothèque avec des livres de la Torah, des livres d'études. Vous vivez ici avec votre femme, avec vos 4 enfants. Exactement. Je vais faire attention parce que je crois que votre femme est aussi championne de karaté d'ailleurs. Donc, pas de dérapage. Tout de même, une petite question. Comment vous vous êtes senti quand vous avez vu, on ne va pas rentrer dans le fond du dossier, on en parlera tout à l'heure, mais quand vous avez vu toutes ces images qui vous ont un petit peu montré du doigt, vous en tant qu'habitant de Bnei Brak? Vous avez trouvé ça injuste? Oui, j'ai trouvé ça injuste. Pour la simple et bonne raison que la grande majorité du monde religieux ne représente pas ceux qui ont été vus sur ces images. Je pense qu'il y a une erreur en Israël qui est tout simplement que les non-religieux, on ne les groupe pas. On ne dit pas, tout ça, à Balfour,
c'est les non-religieux. C'est faux. On sait que ça représente une partie de la communauté et on ne les groupe pas tous dans un même stéréotype. Et nous, maintenant, ici à Bnei Brak, quand on voit des comportements qui sont extrémistes, qui ne correspondent pas du tout à l'image de ce que la Torah voudrait montrer, eh ben, on dit ça, c'est les religieux. Or, c'est faux. On sait très bien qu'on n'a absolument rien à voir avec certains métaux Karta qui sont partis serrer la main à Arafat. On sait très bien qu'on n'a rien à voir avec eux. Mais pourquoi tout le monde fait l'amalgame? Parce que tout simplement, on habille en noir, on a le chapeau, on a les payottes. Et c'est le lien qui nous unit. Et ça a ramené une grande frustration ici à Bnei Brak. Parce qu'on a senti une certaine injustice. Au contraire, le but de Bnei Brak, comme l'avait dit le Chazon Ish, c'était d'éclairer Israël de sa Torah, de former des gens de Torah pour justement apporter. Et c'est votre conception de vie. Vous, ici, on voit évidemment tous ces livres de Torah et d'études derrière vous. Dites-moi d'ailleurs aujourd'hui, quand on vit à Bnei Brak, est-ce qu'on travaille? Est-ce que les hommes travaillent? Est-ce que les femmes travaillent? Ou est-ce qu'il y a comme ce lieu commun cette idée que on vit dans la Torah du matin au soir et on ne fait rien d'autre à côté? Alors voilà, ça c'est une grande erreur aussi qui est le fait que vivre dans la Torah, ça veut dire étudier du matin au soir. Or c'est faux. Vivre dans la Torah, ça veut dire que chaque action que l'on fait correspond à ce que Hachem attend de nous. Maintenant, Dieu attend de nous. Et maintenant, on se rend compte que, par exemple, ne serait-ce que sur la population de Bnei Brak, il y a 60% de gens qui travaillent. 60%. En Israël, à l'heure actuelle, hommes, femmes confondus. Maintenant, les hommes qui étudient la Torah, la plupart travaillent, leurs femmes travaillent aussi. Pourquoi? Pour aider à la famille. Mais quand vous dites les hommes qui étudient la Torah, c'est cette nuance qui est importante. Voilà. Est-ce qu'eux travaillent à côté ou pas? Certains, oui. Par exemple, en tant que sofer, le soir, par exemple, ils écrivent des mezuzot, ils écrivent des sifrei Torah. D'autres non, sont consacrés du matin au soir. Et ça, c'est une spécificité de cette communauté. C'est une spécificité, finalement, c'est la sûr. femme qui doit travailler parce que l'homme est dans l'étude. Alors non, ça, il faut faire très attention. Plusieurs fois, il y a eu des cas de gens, de couples qui sont partis voir le Rav Steinman, Zecher Tzadik Kadosh Livracha, qui habitait Bnei Brak, dont le mari a dit ma femme ne veut plus travailler et ne peut plus travailler parce qu'il y a des enfants, etc. Qu'est-ce que je dois faire? Il lui a dit mais c'est marqué dans ta Ketouva, c'est marqué dans ton acte de mariage, c'est à toi de ramener la parnassa à la maison. Si elle ne peut pas t'aider, c'est à toi de le faire. La parnassa, c'est le salaire Exactement. qu'on ramène à la maison. Quelle différence faites-vous entre vous, habitant de Bnei Brak, et un habitant de Tel Aviv, à quelques kilomètres d'ici? Vous parlez sur le point de vue religieux? Oui. Est-ce que pour vous, c'est le même peuple? Bien évidemment. Je vais vous dire une chose. Nous, Rav Steinman le disait. Rav Steinman le disait énormément. Sortez. Rav Steinman le disait. Sortez. Sortez, allez voir les communautés de Tel Aviv, allez voir. Moi, j'étais au Kollel à Ranana, j'étais au Kollel à Herzliya, j'étais à Ashdod, dans énormément de villes où maintenant, justement, on était là pour justement chercher nos frères. J'allais leur apporter de la Torah qu'ils n'ont pas forcément connue, ils n'ont pas forcément grandi dedans. Et bien évidemment, moi, je vais vous dire une chose, je voudrais vous dire une petite anecdote qui m'a fait beaucoup de peine. J'étais à Herzliya pendant 2 ans, j'étais au Kollel là-bas, communauté francophone du Rav Dahan. On sortait du Kollel, on s'est fait insulter. On s'est fait insulter, on s'est fait cracher dessus. Et on nous disait, pas une fois, pas 2 fois, plusieurs fois, on disait rentrez chez vous. Parce que dans la société israélienne, Bnei Brak est à l'image du ghetto. Bnei Brak est à l'image d'un ghetto, c'est-à-dire les juifs sont enfermés. Mais il y a une espèce de paradoxe qui se crée. C'est que effectivement, on est content, on est bien dans notre ville religieuse où on respecte ce qu'il faut respecter comme il le faut. Mais d'un autre côté, quand on va dehors, on n'a pas à nous dire rentrez chez vous. Parce qu'au final, qui c'est qui crie? C'est-à-dire que vous êtes créé votre vie en communauté, mais le corollaire, c'est que de l'extérieur maintenant, hors de Bnei Brak, on vous voit comme un milieu trop fermé et on vous a... c'est ça en fait, à la fin, qui c'est qui crée le ghetto? Cet isolement. Voilà, qui crée le ghetto en fait au final? Est-ce que c'est nous parce qu'on préfère vivre ou c'est les gens qui nous forcent à l'être, à le vivre de cette manière-là? Et donc ça c'est quelque chose qui m'a fait beaucoup de peine bien évidemment là, quand on a eu la ville fermée, on est senti que voilà, eux c'est ceux qui ont la peste et qu'il ne faut pas qu'ils sortent. C'est un sentiment qui est très frustrant. Quand nous, au contraire, ce qu'on veut, c'est apporter aux gens, c'est apporter des valeurs, c'est construire des valeurs, c'est les aider dans leur famille. Et que maintenant, on dit non, restez là, on ne veut pas que vous sortiez. C'est une grande frustration. Merci en tout cas de nous avoir accueillis chez vous, ici à Bnei Brak. Alors justement, on va revenir sur cette période de fête très particulière. Ici à Bnei Brak, ville fermée, mais on va rappeler, c'est parce qu'il y a un taux de contamination extrêmement élevé. On en parlera dans quelques instants avec nos invités. Manifestation au même moment à Tel Aviv. Bref, une grande partie des pays étaient dans la rue, pas pour les mêmes raisons. On fait le point avec Anna Papachvili.
Ils font la une des médias en Israël. Les uns dénoncent la politique corrompue de Benyamin Netanyahou, les autres les restrictions continues envers la communauté orthodoxe. Des manifestants, des religieux, de groupes qui ne se rencontrent pas. La pandémie de Covid-19 ravive ainsi un conflit entre laïcs et religieux qui déchire la société israélienne. Rue Balfour à Jérusalem, des milliers de manifestants s'amassent et contreviennent aux règles de distanciation sociale. À Mea Shearim, pendant la fête juive de Sukkot, des centaines d'orthodoxes se réunissent dans des synagogues et dansent, sans aucun respect des mesures sanitaires. Face à ces débordements, le gouvernement israélien sévit et la police tente parfois avec violence de faire respecter les règles. Dans une synagogue de Jérusalem, les forces de l'ordre identifient et mettent des amendes à 4 personnes atteintes de coronavirus. La plupart des juifs orthodoxes respectent les règles de confinement en Israël, mais une minorité les ignore complètement, alors que le nombre d'infections est l'un des plus élevés du pays dans ces communautés. La police se déploie également à Tel Aviv pour encadrer une manifestation autorisée contre le pouvoir en place. 4 individus sont appréhendés, soupçonnés de dégradations diverses et de s'en être pris à des policiers. De nombreuses écoles orthodoxes du mouvement lituanien non chassidique ont rouvert leurs portes contre les décisions du gouvernement. Face à cela, Benyamin Netanyahou exige la coopération de la communauté orthodoxe et de ses dirigeants, tout en exhortant les Israéliens qui manifestent à mettre la politique de côté pour vaincre, main dans la main, le coronavirus. Voilà pour les quelques images qui ont marqué ici les fêtes de début d'année en Israël. Nous voici maintenant installés au sein de la synagogue Beth Rachamim qui nous accueille ici à Bnei Brak pour notre débat du jour. Et voici nos participants. Sophie Albrecht, elle est travailleuse sociale, fondatrice d'un service social pour les personnes âgées, artiste et démocrate mobilisé. Stéphane Blajman, il est fondateur et directeur de l'Occitane en Israël. Il est également membre de Démocrates mobilisés. Odélie Cohen, elle est professionnelle du tourisme. Rav Shimon Gobert, il est enseignant de Torah et conférencier. Rav Chaim Ishai, il est rabbin de communauté à Bnei Brak. C'est dans sa synagogue que nous tournons aujourd'hui. Nissim Slama, il est guide et conférencier, fondateur d'Allel, Forum du Likoud pour la souveraineté populaire. Et merci à tous d'être avec nous. Ici, dans cette synagogue, on va essayer ensemble de discuter, de se rencontrer, de converser pour essayer de comprendre ce qui s'est passé ces dernières semaines et ces images de fracture de la société israélienne révélées à l'occasion des fêtes de début d'année. Raphaël Michaï, je vais commencer avec vous. Et si vous le voulez bien, on va mettre les pieds dans le plat puisqu'on est ici à Bnei Brak et on a revu à quelques instants les images qui ont marqué ces dernières semaines. Les ultra-orthodoxes, c'est 12% de la population israélienne. Au début du mois d'octobre, ils représentaient quelques 40% des personnes diagnostiquées avec un coronavirus. On a vu ces images de fête au moment de Sukkot, de Simchat Torah. Et pourtant, quand on vous montre tout ça et quand on vous dit tout ça, vous dites c'est faux. Pourquoi ? Regardez, c'est très relatif. C'est très facile de faire, de montrer une minorité, quelques cas isolés, et d'en faire une généralité. Il faut faire très attention. Comme j'ai eu l'occasion déjà de l'exprimer sur le plateau de I24 News, en réalité, ce qui se passe sur le terrain, c'est que partout dans le monde, et aussi dans la société israélienne, on voit un peu partout des gens qui ne respectent plus les directives sanitaires parce qu'ils ont plus tendance à penser aujourd'hui qu'il s'agit de sanctions sanitaires que des directives sanitaires. Donc on a partout, entre guillemets, des brebis galeuses, on a partout, entre guillemets, des gens qui ne respectent pas les directives. Donc c'est un peu trop facile de jeter l'opprobre sur l'ensemble d'une communauté quand les chiffres, et si vous voulez... Mais ce n'est pas une réalité ce qui s'est passé ici à Bnei Brak ou dans certains quartiers d'ultra-orthodoxes de Jérusalem ? Alors, regardez, Ces images sont peut-être un petit focus, vous allez dire que ce n'était pas la généralité, mais ça représente une forme de réalité de ce qui s'est passé ici, là où nous nous trouvons. Alors si vous voulez parler de réalité, on va parler d'une réalité, d'accord ? Donc on voit que ces derniers jours, d'accord, premièrement on nous a annoncé que toutes les villes orthodoxes étaient sorties de la zone rouge, elles sont aujourd'hui zone orange. Il faut savoir qu'ici vous êtes à Bnei Brak, dans le quartier de Bardetz Katz. Ici cette synagogue c'est une des plus grandes synagogues du quartier. Il faut savoir qu'ici c'est zone verte et ça n'a jamais été zone rouge depuis le mois de mars. Donc même au mois de mars quand il y avait tout Bnei Brak qui était fermé, ici c'était pas fermé. Ça c'est premièrement. Et là, actuellement, quand encore... Oui, mais les rassemblements à plus de 10 personnes, ils étaient interdits partout au moment des fêtes. Attendez, je vous explique les choses. D'accord ? Les rassemblements
de plus de 10 personnes sont interdites d'un côté, mais les manifestations sont autorisées. Maintenant, je ne suis pas là pour dire si les gens ont le droit de manifester ou pas, mais sur le plan de l'opinion publique, les gens, lorsqu'ils voient que certaines personnes manifestent en grand nombre et qu'on leur interdit de se réunir à plus de 10 ou à plus de 20 dans d'autres endroits, ils n'arrivent pas à comprendre. Il y a des gens qui ont du mal, dans le milieu chassidique, principalement, ils ont du mal à comprendre, ils ne font pas la différence entre les manifestants et le fait d'accompagner un rave, un tzaddik, un admour, dans ces derniers moments, au moment de la levée funèbre. Donc on est en train d'enterrer le rabbin d'une communauté. Il a pendant des années suivi énormément de gens sur le plan humain. Il faut savoir qu'un rabbin, c'est très différent d'un député à l'Assemblée nationale. Les députés de l'Assemblée nationale, ils ont un système de secrétariat, etc. Ils ont rarement les gens face à eux qui vont venir leur parler de leurs problèmes de couple, leurs problèmes d'intimité, leurs problèmes d'éducation d'enfants, etc. Il n'y a pas eu seulement l'exemple d'un enterrement de rabbin. On a eu énormément d'images. Je sais, mais c'est très dur pour les gens, pour tout le monde. La question des enterrements, ça a été une question très dure pour beaucoup de familles, pour tout le monde, pas que pour les orthodoxes. Donc on a des gens dans le milieu chassidique qui ont eu du mal par rapport à ça. Donc on voit qu'il y a eu des levées funèbres, d'accord, avec tout simplement un très grand nombre de chassidim qui sont réunis. Tout ce qu'ils nous ont répondu à nous les rabbinim, quand nous, en tant que rabbinim, on s'est adressé aux rabbinim, aux rabbins de ces mêmes communautés, on leur a dit, on estime que ce n'est pas la meilleure chose à faire, surtout en ce moment. La réponse qui nous a été donnée par ces personnes, c'était de nous dire, oui, mais et les gens qui sont en train de manifester? Donc il faut arriver à comprendre. C'est très dur pour beaucoup de gens d'arriver à faire la part des choses. Donc vous vous dites, on vous a vu qui vous... je vais interroger justement ceux qui ont manifesté. Stéphane Blajman, c'est vrai qu'on a vu au même moment ces images. D'un côté, ici, les gens dans la rue en train de fêter Sukkot ou Simchat Torah, et au même moment, les gens manifestaient place Rabin à Tel Aviv, pendant que la grande majorité de la population était enfermée chez elle. Alors, d'abord, deux choses. Il faut arrêter d'opposer tout le temps orthodoxes et manifestants. C'est totalement inadmissible de faire ça. Bon, bien sûr, c'est le jeu du gouvernement qui cherche à diffuser et qui l'a fait toujours. Moi, je vais vous dire, il y a un vrai problème dans les quartiers orthodoxes. Il y a d'autres problèmes dans le reste du pays. Mais c'est très intéressant pour le gouvernement de taper d'un côté sur les manifestants et de l'autre côté sur les orthodoxes et de faire une division. Alors, je ne pense pas que c'est une minorité. Il y a un vrai problème. Aujourd'hui, on a rouvert les Talmud Torah, les écoles, alors qu'ils ne sont pas ouverts dans le reste du pays, et ça, c'est pas normal. Alors, permettez-moi attendez, je vous ai pas interrompu, laissez-moi juste terminer. Alors, je laisse terminer. Et ça, c'est pas normal. C'est vrai que c'est pas tous les orthodoxes. C'est un courant bien spécifique, mais ça représente quand même énormément de monde. Alors, les 40% de malades, c'est quand même important. Si c'était juste une minorité, il n'y aurait pas 40%. Donc, on a un vrai problème avec ça, mais je comprends aussi ces gens-là, parce que le gouvernement agit d'une façon totalement inadmissible. Il ne sait pas ce qu'il fait, ça change tout le temps. Aujourd'hui, on a eu un confinement général et ce confinement général est politique. Tout le monde le sait, ça a été uniquement une question politique et c'est un vrai problème. Mais surtout, aujourd'hui, on cherche à diviser le peuple et on tape sur les minorités et ça, c'est inadmissible. En tant que personne de gauche, démocrate novice, je ne veux pas taper sur les orthodoxes. Il y a un vrai problème. Ils vivent dans des quartiers avec une très forte population. Effectivement, c'est un problème, mais il y a des lois à respecter et je pense que ces lois doivent être respectées par tout le monde. Alors, là, vous dites une vérité, mais qui n'a pas été respectée d'un côté comme de l'autre. Évidemment, je ne veux pas prendre à partie les ultra-orthodoxes. L'idée de cette émission, c'est justement de dialoguer ensemble. Mais une partie de la réalité, c'est que du côté de cette communauté, on n'a pas respecté les règles de confinement. Et également, d'un autre côté, ceux qui ont manifesté toutes les semaines, on avait l'impression, vu de nous, ceux qui étaient enfermés, que c'était presque un prétexte pour sortir. Je vais manifester parce que ça me permet de sortir. Non, Odélie Cohen, très franchement, non. Je vais juste dire une chose. Oui. Posez-vous la question, pourquoi tant de gens en Israël, totalement opposés sur leur vue de la vie de tous les jours, n'écoutent plus le gouvernement? Là est la question. On y reviendra après. Odélie Cohen. Merci beaucoup. Alors, j'aimerais un peu qu'on voit la situation dans sa généralité, sans faire de stigma au niveau de la population. Il ne faut pas oublier que nous sommes dans un pays où il y a une mentalité, une culture méditerranéenne. Les gens sont chaleureux ici. Ils n'ont pas l'habitude d'avoir une distension sociale entre eux. D'accord? Donc ça, c'est un paramètre important. Et le seul moyen de pouvoir intégrer ce nouveau système de vie au sein de la population, c'est faire un maximum jouer la communication entre le gouvernement et la population. Seulement, le problème qu'on a aujourd'hui, c'est que la communication entre le gouvernement et sa population ne fonctionne plus.
voilà dans la situation dans laquelle on se retrouve aujourd'hui. Et c'est une scission entre l'État et le peuple qui est en train de nous amener, à Dieu ne plaise, aux portes d'une guerre civile qu'il faut absolument qu'on arrête de suite. Alors ça, c'est un mot très lourd que vous utilisez. Nissim Slama, est-ce que Bibi est le responsable aujourd'hui de cette situation ou alors est-il le coupable idéal d'un côté comme de l'autre? Ok, d'abord, parler d'une guerre civile, je pense, désolé, c'est totalement ridicule. De dire que pour tout le monde, c'est évident que c'est un truc politique. C'est ridicule, pas de moi. On est arrivé à une situation avec 9000 malades qu'on a baissé grâce à ce confinement de quelques semaines pendant les fêtes où les gens travaillent moins, qu'on a baissé dans les 1500, c'était hier, il me semble. Donc de parler d'un truc qui est à tout prix politique, etc., c'est totalement ridicule. Le fait est qu'il y a des populations privilégiées en Israël. Il y a une population, les ultra-orthodoxes en Israël ont certains privilèges. Et ils sont alliés, ils sont dans le gouvernement, ils sont aussi dans le gouvernement, et donc c'est vraiment pas l'intérêt du gouvernement de les stigmatiser. Ils ont certains privilèges, on peut être d'accord ou ne pas être d'accord. D'autre côté, les gens qui manifestent... Stéphane Blajman, ils ont aussi tout à l'heure, une seconde. au fond, vous êtes les pions d'un jeu politique. Une seconde. Les gens qui manifestent, d'abord, ils ne manifestent pas pour la démocratie, ils peuvent s'appeler démocrates jusqu'à demain, vous manifestez contre la démocratie. Vous manifestez contre la démocratie, contre le résultat des élections, et pour le pouvoir d'un système de justice de personnes non élues de manière démocratique et qui veulent décider de tout pour tout le monde en Israël. Et une des raisons aussi des difficultés face au Covid, c'était vraiment aussi par rapport à tous ces juristes non élus qui se mêlent de tout et absolument de tout. Non, donc c'est tout à fait ridicule. Donc tout ce que vous dites là maintenant, tout ce que les gens, désolé, je pense que je suis totalement, je suis pas content par rapport à ça. Vous dites que c'est ridicule, mais excusez-moi. Si aujourd'hui on n'avait pas un nombre inconsidérable d'associations qui œuvraient pour les nécessités en Israël, d'accord, je vous mets au défi, hein, venons mettre à l'arrêt toutes les associations en Israël et on va voir si c'est pas une guerre civile que vous allez avoir dans la rue. D'abord, je vois pas le rapport entre les associations et il y a des gens qui sont dans une situation économique et sociale très grave aujourd'hui suite à cette crise sanitaire. On ne prend pas du tout en compte ce qui se passe au sein des foyers aujourd'hui et les actions sociales sont moindres. On nous distribue des tactifs, des manakim, des subventions qui sont vraiment des cacahuètes, c'est le cas de le dire, et c'est une honte. C'est une honte ce qui se passe actuellement au niveau social en Israël. Ok, attends, non, mais une seconde. D'abord, évidemment, on a eu 2 confinements. C'est évidemment que la situation sociale et la situation économique est difficile. Ça ne veut pas être une guerre civile. Il y a d'autres pays qui ont fait aussi des confinements. Ça n'a aucun rapport avec la situation économique. On a eu des situations économiques bien pires que ça dans les années 80 et dans les années 90. Donc, au début des années 2000, c'était bien pire que ça, la seconde intifada. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose par rapport aux aides sociales, ça n'existe pas d'arbre à argent. L'arbre à argent, ça n'existe pas. Même si l'argent, on pouvait le faire pousser sur des arbres, ça ferait de l'inflation. Au-delà des ça aides. ferait rien d'autre. Nissim, au-delà des aides. La question, donc vous pensez que l'État fait son travail je dis simplement. On va dire ça aux associations qui travaillent 24 sur 24 tous les jours. Netanyahou reste on va dire ça. On va en parler aux associations. De tous les Israéliens. Netanyahou est le Premier ministre élu par tous les citoyens. On a ici une population de privilégiés, de gens qui ont un système qui sont au niveau économiquement plus fort. Au niveau de leur origine, la plupart d'entre eux sont de la même origine, Ashkenaz. Et pas tous, mais une bonne partie. Ils sont tous de gauche. Ces gens-là manifestent, ont le droit de faire des choses que personne n'a le droit de faire. Vous savez, je suis de gauche, je suis moitié séfarade et moitié ashkénaze. Je vous interdis de parler d'ashkénaze et de séfarade. Vous faites le jeu de Netanyahou qui ne veut que diviser. Vous pouvez m'arrêter avec ça. Ça change absolument rien à la vérité. En Israël, on va vous redonner une minorité, une élite qui a d'autres lois qui ont le droit de s'installer devant la maison du Premier ministre, d'installer de leur temps devant le bureau du ministre de manière illégale, qui ont le droit de manifester de manière totalement illégale. On va marquer une petite pause, on se retrouve dans quelques instants pour la suite de ce débat sur cet Israël aujourd'hui, et on le vit en ce moment même d'ailleurs en discutant ensemble dans cette émission, cette fissure au sein de la société israélienne, causée ou révélée par ce coronavirus. À tout de suite.
Et merci de nous retrouver ici. Nous sommes à la synagogue Bet Rachamim à Bnei Brak, en compagnie de certains habitants de Bnei Brak, également des habitants venus d'ailleurs, pour parler ensemble de ce qui a été révélé à l'occasion de cette seconde vague de coronavirus, ce second confinement ici en Israël. Une société qui semble se fissurer. Certains disaient juste avant la pause qu'on frise même la guerre civile. Sophie Abrech, quel est votre regard aujourd'hui sur ce qui s'est passé ces dernières semaines et sur ces images qu'on a vues qui ont révélé qu'il y avait un mécontentement général, mais pas pour les mêmes raisons? Oui, non, moi ce que je voudrais dire, c'est que le terreau était déjà là bien avant cette crise de Corona, par le travail très habile d'un Benjamin Netanyahou qui s'est occupé ces dernières années à fissurer la société, à attiser les uns contre les autres. Et cette crise a été très révélatrice de son travail parce que face à des dilemmes, à des prises de décision qui touchent le destin du pays, on est tout à coup face à toutes ces minorités qui sont en tension et qui se sont exprimées parfois beaucoup plus extérieurement, si je puis dire. D'abord, je voudrais corriger Nissim. Non, Benjamin Netanyahou n'a pas gagné ces élections démocratiquement. Il a réussi à former un gouvernement in extremis, alors que la crise de Corona commençait. C'est le système en Israël. Grâce au fait qu'il a appelé un gouvernement d'union nationale pour sauver le pays de cette crise. Oui, ça s'appelle la guerre Knesset, Corona, oui, qui était censée nous unir. Alors, une guerre unie quand l'ennemi est externe et qu'on est tous contre l'ennemi externe. Ça a commencé comme ça lors de la première vague. Il n'empêche, le confinement décidé en Israël a été décidé dans plein d'autres pays aussi. On ne peut pas non plus tout mettre sur le dos de Benjamin Netanyahou. Ces choix ont été faits par la moitié de la C'était un très planète. bon choix lors de la première vague. Lorsqu'on a eu peur de ce virus, on s'est enfermé et par chance, le virus n'avait pas encore pénétré énormément Israël. Donc d'abord, on était tous pris, guidés par la peur, qui est toujours la plus efficace pour faire obéir le peuple. On était tous très disciplinés. Mais que s'est-il passé pendant ce premier confinement? Eh bien, on s'est vu enfermés, respectant hystériquement toutes les règles, très apeurés. Mais au même moment, on a vu débarquer des Boeing d'étudiants de Yeshivot qui venaient de New York, sans aucune condition sanitaire pour les accueillir de manière sécuritaire. Ça a déjà réveillé à propos de qu'est-ce qui attise la tension entre monde orthodoxe et non orthodoxe. On s'est dit, mais pourquoi est-ce qu'eux, ils ont le droit de voyager? Alors moi, par exemple, mon mari, il est coincé en Suisse depuis le début du confinement, il ne voit pas ses enfants ni sa femme. Donc des tas de décisions gouvernementales ont mis à jour les choix qui étaient très politiques de Netanyahou au lieu d'être avant tout sanitaires. Et quand on parle par exemple des manifestations face au respect des lois dans les milieux orthodoxes, je pense pouvoir dire que les manifestations étaient légales, même si elles ont choqué beaucoup du public. Tant qu'elles n'avaient pas été légiférées comme illégales, nous y avons été dès l'instant qu'ils ont légiféré une loi qui interdisait les manifestations à plus de 1 kilomètre. Nous avons, bien qu'en râlant et en pensant que c'était injuste, nous avons respecté ces lois et avons manifesté dans ce kilomètre. Par contre, au même moment, les médias nous diffusent des images où on voit, d'abord, il faut noter que Benjamin Netanyahou a décidé de restreindre les manifestations, mais en même temps de ne pas fermer les synagogues, alors que toutes les recherches épidémiologiques avaient prouvé que la contamination se fait dans des milieux fermés, et en tout cas, rien n'a prouvé que dans un milieu à l'air. J'aimerais bien qu'on passe la parole par rapport à ce que vous dites, parce que vous dites beaucoup de choses, Ravi Shai. Oui. Est-ce que vous dites que ce sont des accusations infondées? Est-ce que ce n'est pas la réalité de ce qui s'est passé ici? On va reprendre de A jusqu'à Z ce que vous êtes en train de dire, parce qu'on a un problème là. Premièrement, on va parler des chiffres, d'accord? C'est pas moi qui vais donner les chiffres, c'est Mishteret Israël, donc la police nationale en Israël, qui, ces derniers jours, a fait le tour des villes orthodoxes, a fait le tour des écoles orthodoxes, et a constaté qu'à 90%, les écoles orthodoxes respectaient les mesures sanitaires. Donc maintenant, c'est la police et le rapport de police. On les voit sur Ynet, donc des médias, tourner dans les écoles. Il y a des vidéos. Ils rentrent dans certaines écoles qui sont ouvertes. Ils rentrent dans d'autres écoles. Ils les trouvent fermées. Les policiers sont étonnés. Ils sont étonnés de trouver des écoles fermées. Pourquoi? Parce que eux, dans leur tête, par rapport à la couverture médiatique qu'il y a eu, on leur a dit, les orthodoxes ont tous ouvert leurs écoles sans aucune limitation d'âge, ils ne respectent pas les lois, tout est ouvert chez les orthodoxes, ce qui est faux. Donc ça, premièrement, dans le fait de la couverture médiatique, excusez-moi. Attendez, c'est facile de mettre ça sur le dos des médias, je veux bien, je suis le journaliste ici, donc je l'endosse, mais il y a aussi des réalités quand vous avez des personnes très écoutées de votre communauté, comme le Rav Kanievski, qui a dit qui a dit clairement qu'il autorisait, qu'il appelait à l'ouverture des écoles talmudiques, alors que le gouvernement lui-même a dit non, ne les ouvrez pas. Premièrement, il y a différents points
dans les médias français qu'il faudrait commencer à régler. Non, mais là, je ne vous parle pas des attendez. médias, je vous parle de ce qui a été dit. par des Venez, personnes j'ai écoutées par votre entendu communauté. votre question, je vais vous y répondre. Moi, j'ai pas de langue de bois. J'y vais directement, si vous avez appris à me connaître maintenant. Premièrement, le terme ultra-orthodoxe, c'est un terme péjoratif. Ultra, ça veut dire beaucoup trop. Beaucoup trop orthodoxe. C'est ça que ça veut dire quand vous dites aux Français, aux gens, ultra-orthodoxe. Premièrement, donc c'est un terme qu'il faut arrêter. C'est orthodoxe, il n'y a pas d'ultra-orthodoxe. Ça, c'est premièrement. Deuxièmement, c'est une traduction d'un terme en hébreu qui dit Haredi, qui vient d'un verset, qui dit Haredim les Dvar Hashem. C'est des gens qui ont la crainte des ordonnances divines. C'est ça que ça veut dire. On l'a dit avec Simone Gobert en début d'émission. Non, mais juste, je me permets de dire les choses. Troisièmement, aujourd'hui, dans le monde médiatique et dans le monde journalistique, on sait très bien comment ça fonctionne. D'accord ? Il y a une information qui est relayée, il y a d'autres médias qui ne vérifient pas forcément l'information. Mais il a lancé cet appel et ou qui pas relayent l'information. Attendez, je peux ? Voilà. Donc maintenant, quand on a un média qui vient et qui dit toutes les écoles orthodoxes sont ouvertes parce que toutes les écoles orthodoxes écoutent le Rav Chaim Kanievski, c'est faux. Je m'excuse de pas vous la rater du interrompre. terrain, Les excusez-moi. médias n'ont jamais dit toutes les écoles. C'est faux. Ben, excusez-moi, regardez le gouvernement. Non, Vous les médias savez, n'ont pas dit une toutes les allusion- écoles. Une une partie allusion- des écoles. Une allusion, Une partie. une allusion fait beaucoup plus de mal. Et c'est là la stigmatisation. Quand on dit les écoles orthodoxes sont ouvertes, on n'a pas dit Ils une n'ont partie pas dit des les écoles. écoles. Si, Écoutez, si, je si, au suis les départ, si. médias. Je ne sais pas si vous Excusez-moi. regardez la télé. Vous regardez Non. la télé? Bah, regardez, moi je Non, je regarde. vous demande juste une Je question. regarde pas la télé. Donc, ok, moi je Regardez- regarde la télé. Ils n'ont Excuse- jamais dit tout. Mais excusez-moi, je peux vous répondre? Vous pouvez laisser me terminer ma phrase? J'ai tous les jours au téléphone des Chavrei Knesset qui m'appellent en tant que rave, en tant Des que juge députés rabbinique, israéliens. en tant que directeur d'association qui s'occupe de 14 centres pour jeunesse en détresse. C'est des Kfar Yeladim en Israël, c'est Kfar Noir en Israël pour des enfants non religieux, c'est 3000 enfants. Donc je suis tous les jours en relation avec les autorités israéliennes. Tous les jours. Ce qui n'a Donc- rien à voir avec les médias. Mais non, ça ne attendez. répond pas. Pardon, On mais vous ne voit, répondez pas on au fond de constate, ma on fait un question. constat. Ça ne répond pas à ma question. On fait un constat. Non, mais je vais vous répondre pour le Rav Chaim Kanievski. Cet appel a été lancé peut-être pas pour tous les centres et toutes les Je vais écoles. vous répondre mais pour le Rav pour une Chaim partie a été Kanievski. lancée. Je vais vous répondre. Je vais vous répondre. On voit que dans les médias, ça a été largement couvert. Le fait que le Rav Chaim Kanievski ait appelé depuis sa maison. Cette fois-ci, on n'a pas eu de vidéo. Ça, c'est premièrement. Si, il y a une vidéo. Attendez. Alors, montrez-la moi. D'accord? Quand vous voulez, Il y a regardez aucun les problème. médias. Non, non, Regardez Le dans les Monde médias, Il d'aujourd'hui. n'y a aucune vidéo qui est Si, passée. il y a une vidéo de son petit-fils qui lui pose la question. Non, pas pour les écoles. Ils ont montré une autre vidéo. Ils ont montré une autre vidéo, et la vidéo dont vous parlez, c'était une vidéo Donc du mois de aucun mars. appel. Vous êtes en Attends. train de me dire. Donc c'est attendez, faux. vous êtes Donc en c'est train un de me dire mensonge. qu'aucun Non, appel a été lancé pour les attendez, écoles, je peux comme terminer? il dit. Excusez-moi. Laissez-moi vous expliquer les choses. Parce que, regardez, le milieu orthodoxe, c'est un milieu qui est très compliqué. C'est pas une communauté orthodoxe, c'est plein de communautés orthodoxes. Vous comprenez? Dans les milieux orthodoxes, il y a plein de communautés. Donc, Monsieur, la loi est pour tout le monde pareil. Mais On ne est-ce peut que pas je dire peux- que chaque communauté doit avoir une loi bien spécifique. Mais c'est pas ce qu'on est en train de dire, monsieur. Mais on peut pas venir dire que toutes les communautés On orthodoxes n'a jamais dit ne tout. respectent Arrêtez pas la de dire loi. ça. Dire que toutes les communautés orthodoxes On n'a ont fait la jamais dit fête à ça. Soukot, à Bnei Brak. Attendez. Dire que toutes les communautés orthodoxes sont des dangereux et qui répandent. Aujourd'hui, il y a des médias qui sous-entendent qu'une minorité de la population en Israël. Pardonnez-moi, arrêtez de met en parler des danger le médias. plus grand Arrêtez de nombre. parler des médias. Mais attendez. On est là aujourd'hui Alors pour venez, dire justement venez. et pour vous Aujourd'hui, entendre. l'opinion Donc publique- laissez les médias de côté. Aujourd'hui, Aujourd'hui, dans notre média, on essaye de dire ce qui publique, est c'est une et de opinion qui comprendre. fait mal. C'est une opinion qui fait mal. Et je vais vous dire pourquoi. Parce qu'au mois de mars, quand la mairie de Bnei Brak a commencé à devoir faire face au coronavirus, c'est la seule mairie en Israël qui tout de suite a appelé les hôpitaux, les professeurs, et se sont portés volontaires pour une étude épidémiologique. Donc depuis le mois de mars, c'est la seule ville en Israël où il y a eu des prélèvements sérologiques de la population. Et c'est une population qui s'est portée volontaire pour faire des prises de sang. Donc Pour- population modèle. Attendez, il y a 3 jours, le ministre d'Abriout, non mais attendez, mais c'est pas... Le ministre d'Abriout a fait un communiqué de presse. Non, mais si ça a à voir. Mais si ça a à voir. Laissez-moi terminer. Ministère de la Santé. Si ça a à voir. Le ministère de la Santé a un communiqué avec plusieurs professeurs en médecine et le Halou Bemilouim qui est en charge du secteur orthodoxe en Israël. D'accord? Donc le général de carrière et de réserve qui s'occupe aujourd'hui du problème de la communauté orthodoxe en Israël. Ils ont fait une déclaration, ils ont dit qu'il y a une étude épidémiologique grâce à laquelle ils ont réussi à déterminer que 80% des personnes touchées par le corona développaient des anticorps, qu'ils ont fait des prélèvements et que grâce à ça, ils développent un vaccin. C'est pas moi qui le fais. Donc attendez,
Et pourquoi? Non, mais on attendez. va passer la parole. Et Pardon, pourquoi? ça fait Parce 10 que minutes non, que c'est vous le avez point la le plus parole. Il faut important, passer la excusez-moi. parole. On C'est est le beaucoup point le de plus- Je pense il y a eu Hier. des écarts, il y a eu des écarts de Hier, partout. non, c'est pas un monologue, c'est important de le vous a donné préciser. la parole. arrêter de Le stigmatiser la professeur population. Eran Segal, professeur Eran Segal, directeur épidémiologique de l'Institut Weizmann, a déclaré très clairement que ces derniers mois, il y a eu dans le public orthodoxe quasiment les 3/4 des dicotes qui ont eu lieu, les tests Corona qui ont lieu en Israël, se sont faits au niveau de la population orthodoxe. Donc, Bien, pardon. Quand- Vous non, avez pas... attendez, non, attendez. non, non, je Moi, vous j'ai- diminue j'ai- sa parole, vous mathématiques. répondez à côté de ma question. quand on a question. Il faut qu'on passe la 35%, parole. J'ai une petite question 45%, à vous passe la poser. parole. Non, justement, excusez-moi. sur les Il faut qu'on passe la manifestations. parole. On vous Mais je ne vous entend ai pas depuis 10 répondu minutes. pour Raphaël Kanievski. Excusez-moi, on laissez-moi vous vous a répondre à entendu. votre question. Donc, quand on voit C'est un Dvartora, pardon. C'est pas là, grave. vous faites un Dvartora. quand on voit qu'il y a 35%, 40% des tests qui a eu lieu sur 12% de la population. Comment voulez-vous, au niveau des chiffres, que ce soit équivalent quand dans certaines villes, ici à Bnei Brak, tous les Bnei Brakim, tous les gens qui habitent à Bnei Brak ont déjà passé 3 voire 4 tests Corona. Il y a certains Il chiffres y a des qui villes, vous intéressent il y a des On va et passer d'autres la que vous parole. Mais refusez. non. Ce qui vous Possibilité, intéresse, c'est soyez bon. honnête. Mais si. Soyez honnête, C'est parce tout. qu'après ça devient de Non, la malhonnêteté intellectuelle non, quand non, on ne mais ça, suit c'est de pas la les malhonnêteté chiffres intellectuelle. On correctement va à la entendre. population. Quand vous dites que tous les Excusez-moi, orthodoxes, maintenant- personne n'a jamais dit ça dans les Très médias. bien, eh ben, c'est très bien Ouvrez que vous le votre dites. télé, ouvrez C'est la très bien radio, que vous le dites. participez au monde et vous C'est verrez très que c'est bien que faux. vous le dites et je suis les médias. Shimon Maintenant. Gobert, On pardonnez, peut- passez Non, votre mais micro à Shimon une Gobert qui n'a pas parlé. Non, on passe la parole à Shimon Gobert, il faut entendre tout le monde. Shimon, est-ce que peut-être vous allez pouvoir répondre un petit peu plus précisément que votre voisin sur ces images qu'on a vues, sur ces chiffres que vous contredisez, mais dont on dit qu'ils font aussi une partie de la réalité, sur des comportements qu'on a vus qui ont eu lieu ici? Alors voilà, déjà, tout d'abord, pour répondre à l'affirmation de monsieur, on parle d'une minorité dans le monde orthodoxe qui ne respecte pas les règles. On parle clairement d'une minorité. J'habite moi-même Bnei Brak, je n'ai pas vu en sortant dans la rue de policiers, et j'habite Bnei Brak. D'accord, je ne me suis jamais fait retrouver dans une manifestation ou dans un mouvement de révolte alors que j'habite Bnei Brak. D'accord, on parle clairement d'une minorité qui sont loin d'être exemplaires, avec lesquels on a des problèmes depuis avant le coronavirus déjà. Déjà, à Bnei Brak, avant le coronavirus, on a déjà ce problème avec ce... Très bien. Pour la réponse envers Raphaël Kanievski, c'est une fake news simple et claire. Je vous le dis pourquoi. Parce que mon propre fils est dans un cheder, dans un Talmud Torah, sur lequel maintenant le directeur écoute toutes les directives de Raphaël Kanievski et de Rav Gershon Edelstein, qui sont les deux grands de la génération. Le petit-fils de Rav Gershon Edelstein étudie dans la classe de mon fils. Ils n'ont pas rouvert dimanche. Aucune de ces écoles n'ont rouvert dimanche. Ce qui a été dit au nom de Raphaël Kanievski est clairement une fake news. J'ai le WhatsApp, si vous voulez, que j'ai envoyé moi-même au petit-fils de Raphaël Kanievski, lui demandant est-ce que c'est vrai. Il m'a dit non, c'est pas vrai. Le Rav demande qu'on respecte les règles sanitaires. À Soukot, est-ce que cet appel, vous dites qu'il a lancé ça, est-ce que cet appel n'est pas un petit peu tardif quand on sait que c'est depuis le mois de mars qu'on observe qu'il y a ici des taux très élevés? Alors je vais vous dire une chose. Au mois de mars, depuis le mois de mars, Raphaël Kanievski et Rav Gershon Edelstein ont dit, c'est une halakha. Vous savez que dans la Torah, il y a quelque chose de très grave. C'est de faire honte à quelqu'un. C'est une des choses les plus graves possibles. Faire humilier quelqu'un. Raphaël Kanievski et Rav Gershon Edelstein ont dit clairement, on a le droit d'humilier quelqu'un en train de prier sans masque et lui dire, tu sors d'ici. C'est une halakha qui est sortie au mois de mars. Maintenant, plus tard, là, des Soukot, Raphaël Kanievski et Rav Gershon Edelstein ont sorti clairement des lettres expliquant il est interdit d'inviter qui que ce soit dans vos Soukot. Il est interdit de prendre le Sefer Torah, Simchat Torah. Clairement, en bas de chez moi, je prie de ma terrasse, et en bas de chez moi, ils ont fait Simchat Torah. Il n'y en avait qu'un seul qui portait le Sefer Torah. Tout le monde, et le peu de gens qui étaient, ils marchaient autour à 2 mètres. Et c'est comme ça que ça fonctionne. Ça fait 7 mois que je prie. Donc vous dites au fond, les images ne sont qu'anecdotiques. Elles ne représentent pas la majorité de ce qui s'est passé ici. Nissim Slalama, ça veut dire que l'inquiétude du gouvernement est fausse? Je voudrais juste dire une dernière chose. Je pense que c'est un peu dommage de stigmatiser Benyamin Netanyahou en tant que personne qui a divisé le peuple. Moi, je peux juste vous dire une chose. La haine qui existe contre le mouvement religieux en Israël, c'est quelque chose qui était bien avant le coronavirus. D'accord. C'est ce que je me baladais avec mes. Exactement, c'est très important de le souligner. Depuis bien évidemment. Mais là, à quelques centaines de mètres d'ici, je marchais avec mes enfants à l'époque des élections. Et je sors avec une affiche de 5 mètres sur 6 de Carole Lavan avec marqué Medina Belo Haredim. Un pays sans Haredim. Je ne sais pas si ça aurait marché dans ce pays, qu'on puisse écrire comme slogan Medina Belo Aravim.
sans arabe. Un État sans arabe. Un État sans arabe. Mais pour les Haredim, ça ne dérange pas. On peut faire des affiches de 6 mètres sur 5 avec Medina, Bello, Haredim. Et ça ne dérange personne parce que c'est comme ça, c'est une culture. Moi, ma femme travaille à Tel Aviv. On a eu un petit bébé, Baruch Hashem. Il y a des collègues de travail qui sont venus rapporter un cadeau, ils ne sont pas sortis de la voiture. On leur dit, mais pourquoi vous montez pas ? On a peur. C'est important ce que vous dites là, c'est important. Parce que ça veut dire qu'il y a une forme d'intolérance vis-à-vis des ultra-orthodoxes. Nissim Slama. Ok. D'abord, évidemment, la population ultra-orthodoxe, harédite, pas ultra-orthodoxe, harédite, est totalement hétérogène. La plupart de la population respecte les règles. Maintenant, il y a un petit truc qu'il faut remarquer. Ce qui se passe, c'est qu'au niveau de la loi, au niveau des règles des juristes, il y a une population qui est privilégiée par rapport à une autre. C'est très facile de parler toute la journée des Haredim qui ne respectent pas, d'amener des anecdotes, de montrer que celui-là ne respecte pas, qu'on a toute une population, une petite population qui a des privilèges par la loi, qui a le droit d'aller manifester, de faire ce qu'elle veut par haine de Bibi. Et qu'ensuite, on leur dit, vous avez le droit. Maintenant, pour une petite anecdote, et est-ce que je regarde mes messages et quelqu'un qui demande à l'armée qui règle, est-ce que j'ai le droit de me rencontrer 10 personnes dans une pièce fermée pour pouvoir chanter ? On lui dit oui. Est-ce que j'ai le droit de rencontrer 10 personnes pour pouvoir chanter, pour pouvoir prier ? On lui dit non. Donc les chansons de la prière, on n'a pas le droit. Les chansons de Shlomo Artzi, on a le droit. Donc au bout du compte, c'est très facile vous savez, c'est très facile de punir les gens qui prient, de punir les gens que pour eux c'est important la synagogue. Pour quelqu'un qui est haredi ou pour quelqu'un qui est très religieux, pour lui les prières c'est pas moins important que les manifestations pour les manifestants. Et au niveau de la démocratie, au niveau des règles démocratiques, il n'y a aucune différence. La démocratie ne parle pas d'un droit absolu de manifester par rapport aux autres droits absolus. Si on n'a pas le droit de se rencontrer, on n'a pas le droit de se rencontrer pour n'importe quoi. Donc à partir du moment où toute la journée ce qu'on voit, c'est qu'il y a la loi elle-même, la loi qui a été votée à la Knesset elle-même, et la manière dont les juristes l'interprètent encore plus, fait en sorte qu'il y ait des privilèges et que moi j'habite à côté, à Jérusalem, à côté de l'endroit où il y a des manifestants. Vous êtes en train de nous dire que la loi est mal faite là depuis quelques mois. D'abord, la loi est mal faite parce qu'elle donne des privilèges à une population privilégiée qui peut manifester sur sa haine de Netanyahou. C'est qui ces populations privilégiées ? Effectivement, comme moi, personnellement, j'ai même rencontré des orthodoxes lors des manifestations. J'ai même rencontré des... Alors vous n'avez pas dû rencontrer beaucoup parce que malheureusement... Alors je vais vous dire une chose. À Balfour, j'en ai rencontré beaucoup. Moi par exemple, si ça se serait passé de d'autres façons, j'aurais pu venir avec vous manifester. Et je suis une personne de droite, d'accord ? Parce qu'il y a des valeurs sociales et économiques que vous défendez qui sont intéressantes. Mais malheureusement, la première chose que vous clamez haut et fort et un peu trop, c'est il faut absolument que Benjamin Netanyahou quitte le gouvernement. Mais c'est pas actuellement le plus important, c'est d'essayer de se sortir de cette situation économique et sociale qui est un drame pour les familles. Excusez-moi, laissez-moi finir s'il vous plaît, je vous ai pas interrompu. D'accord ? Merci beaucoup à vous. Odélie. Ce que je voulais vous dire, c'est qu'il y a eu aussi des écarts, des gens qui n'ont pas respecté les consignes dans les manifestations aussi. Ça ne s'est pas vu que dans le milieu orthodoxe, d'accord ? On a vu des gens faire des fêtes en plein milieu des manifs, sans masque, danser en mode Hare Krishna, d'accord ? Vous n'allez pas me dire le contraire. Il y a eu des écarts de partout. Il faut arrêter de stigmatiser et de mettre constamment les Haredim et les Chilonim en opposition, d'accord ? Ce n'est pas bon de scinder comme ça une population. Ce n'est pas du tout ma démarche. Non, mais je comprends tout à fait. Je comprends. Ce n'est pas du tout ma démarche, au contraire. Je comprends, mais moi, personnellement, je ne peux pas assister à vos manifestations. Pourquoi ? Parce qu'elles sont dépourvues de valeur morale. Mais quand venez voir sur place, au lieu de juger... vous voyez, laissez-moi finir, je vous en supplie. Et quand vous voyez, par exemple, une dame qui est à moitié nue, d'accord, en train de manifester ou qui se retrouve sur la menorah, mais c'est un scandale. Comment vous voulez que le Rav Yishai ou moi, on aille manifester avec vous ? Comment c'est possible ? C'est dépourvu de valeur morale. Et c'est dommage. On a des revendications, nous aussi. Mais on ne peut pas, déjà, premièrement, pour ma part, je pense qu'il y a des urnes qui sont faites pour cela, d'accord ? On a un moyen démocratique de pouvoir exprimer notre voix. Ça, c'est première chose. Mais si on part manifester, alors essayez d'intégrer toute la population, d'accord ? Mais au contraire, ce que vous devez comprendre, c'est que ces manifestations ne sont pas d'un seul mouvement, mais il y a un nombre innombrable de mouvements. Mais quand vous dites qu'il y a des religions dans les manifestations, excusez-moi, est-ce qu'on dans le doigt d'une main ? Personne ne va manifester avec tout ce qui se passe dans les manifestations où des fois c'est à la limite de Sodome et Gomorrhe. Il faut arrêter. Mais il faut arrêter complètement. Il y a des artistes, des performeurs aujourd'hui. Si vous fréquentez le monde de l'art, vous verrez qu'il y a beaucoup de performances. Je fréquente le monde de l'art, il se trouve. D'ailleurs, Benjamin peut confirmer. Ok, d'accord. Odélie chante très bien du Shlomo Artzi. Mais au-delà de sa remarque, Sophie Abrech, au-delà de sa remarque, c'est vrai
que ce sont les urnes qui ont décidé par 3 Bien fois sûr. cette année. C'est pas les un urnes. vote Décision démocratique. par hasard, mais comme bien vous entendu. voulez, ou par stratégie Les politique. urnes ont laissé Benjamin Netanyahou est au pouvoir. sans- Est-ce que sans descendre dans la rue, est-ce que vous pensez que descendre dans la rue, 1 fois, 2 fois, 3 fois, va changer cet état de fait? Mais c'est le droit le plus légitime dans une démocratie, dans tous les pays du monde. Comme de prier. Mais ça, Comme de prier, c'est le droit Mais le plus comme de légitime. prier ça aussi. peut ne rien changer parce que vous ne représentez pas le peuple dans son entité. C'est ça, c'est Mais là où on est le représente problème. nous-mêmes. Venez, vous représenterez vous-même. Venez avec vos panneaux, avec vos slogans. Mais qu'est-ce Moi, que je... vous espérez? Mais vous pensez Moi, je ne vraiment- représente qu'est-ce pas que tous vous les gens qui espérez? y sont. Non, Il y a plein de pardonnez-moi, mouvements. comme on dit en hébreu tachles, Oui. allons droit au but, qu'est-ce que vous espérez en manifestant? D'abord, avant tout, exprimer notre inquiétude, notre Parce que les gens qui mécontentement. manifestent, pour certains, ce sont ceux qui veulent faire tomber Bibi pour des histoires de corruption. Pour d'autres, ce sont Pas des chefs seulement, d'entreprise pas qui ont seulement. tout perdu Pour une au moment du gestion. Non, mais c'est Covid-19 votre- et du c'est votre confinement. message C'est phare, très hétérogène. oui, à la C'est maison. très hétérogène, C'est votre- mais c'est avec votre un message dénominateur commun. Cette gestion de crise est absolument lamentable. Et ce que Benjamin Netanyahou a réussi à je dirais, cacher pendant tout son, Mais Benjamin son Netanyahu est mandat, sur tous les dossiers d'un de coup l'État, a hein. C'est été sûr mis à qu'il est nu sur tous parce les qu'on a vu ministères. les contradictions entre les recommandations de tous les gens qu'il a nommés comme chef de commission du Corona ou tous ses conseillers économistes qui lui ont clairement dit de ne pas aller vers un deuxième confinement total. Or, C'est il faux. n'a pas écouté parce qu'il a cédé à des pressions. Et ce que je veux dire, c'est que plusieurs de ces décisions ont montré le manque de transparence et le fait que ces décisions étaient guidées par des intérêts personnels et politiques et non par le bien de toute la société, le bien Nissim sanitaire et Slama. C'est économique. moi, faux, je c'est pense faux, Stéphane c'est faux. Bachmann Le après. confinement a été les spécialistes ont présenté le confinement. C'est totalement faux de dire comme quoi c'était un truc que politique. Et il y a le professeur Gamzo qui sait dire ce qu'il veut. Et c'est lui qui a proposé de faire le confinement. Donc de dire c'est totalement politique, etc. Non, il a Il faut arrêter un peu les cracks. Faux. C'est une question de position. Ce qui se passe, c'est simple. Aux États-Unis, Trump, il dit comme quoi le corona c'est n'importe quoi, que le Covid c'est n'importe quoi. Donc il va y avoir tous les républicains qui vont dire comme quoi c'est grand n'importe quoi et tous les démocrates qui vont mettre leur masque et qui vont faire super gaffe. En Israël, c'est exactement la même chose. Tous les gens qui sont pro-Bibi, ils vont dire « Oh, c'est super dangereux le Covid, il faut faire super gaffe ». Et tous les gens qui ont une obsession contre Netanyahou, parce que c'est vraiment une obsession à ce point-là, c'est tous les gens... Alors, c'est d'un coup, c'est le corona aussi, c'est du grand n'importe quoi. Alors, non, mais attendez, C'est pas du Bachmann. grand n'importe quoi. Stéphane Il faut Bachmann. arrêter Je un vais peu. vous répondre. C'est très drôle. Parce que chaque fois que Bibi, je ne sais pas si vous regardez ses discours, il ne dit jamais nous. Il dit toujours j'ai fait, grâce à moi. Il ne parle que de On lui. parle de Bibi, Alors là, ou du effectivement, corona ? laissez-moi parler s'il vous plaît. Alors effectivement, quand on va manifester contre tout ce qui se passe en Israël, on parle de Bibi, puisque c'est lui qui fait tout. Il nous explique qu'il est responsable de tout. Enfin, quand ça marche. Non, hein. attendez, Par contre, vous avez quand commencé à ça ne manifester au marche lendemain pas, des dernières laissez-moi élections. terminer. Quand ça ne marche pas, c'est la faute des orthodoxes, c'est la faute des gauchistes, c'est la faute des manifestants, mais lui n'y est jamais pour rien. Lui et les Ensuite, autres, il est je pas vais seul vous dans le dire gouvernement. quelque chose. Monsieur Blanc, Ce qui est très important, seul. ceux qui divisent Israël, ce ne sont pas ni les orthodoxes, ni les manifestants, ni le peuple, ce sont les gens qui gouvernent. Pourquoi Netanyahou divise le peuple? Pour se maintenir au pouvoir. Je veux juste corriger une chose, Netanyahou n'a gagné aucune des dernières élections. S'il a été élu, c'est parce qu'il a fait croire qu'il voulait un gouvernement pour sauver Israël. Et Gantz a trahi tous ses électeurs, parce que je vous rappelle juste mais de que fait, Gantz... on ne va pas refaire le Non, mais schéma il des n'a pas élections. gagné. Il n'a pas fait gagné. de Il faut pouvoir. juste reconnaître qu'il n'a pas gagné. Je vous arrête. Deuxièmement, De fait, les décisions dans les démocraties Deuxièmement, se font par les urnes. manifester. Si. Alors, qu'est-ce qui s'est passé avec Carole Lavanne? D'accord, il y a c'est une faux. partie de Carole Lavanne qui a décidé de faire une coalition avec Oui, mais Netanyahou. non, mais c'est- et il y a je une parle des partie électeurs. Qui a décidé Je parle des de électeurs. On va pas de- de- refaire. de- On a fait, D'accord. on a fait sur Il y a cette eu une antenne. session au sein On a fait de sur cette Carole Lavanne. antenne assez de et débats la sur les droite n'est pas élections. responsable Non, de On ne cette va pas les session. refaire Ce que aujourd'hui. je veux dire, c'est Puisqu'il nous reste. Attends, je voudrais juste S'il vous plaît. répondre. Je voudrais juste Puisqu'il nous répondre à reste, ce que il nous vous reste avez dit. Pourquoi on Très manifeste? vite qu'on puisse avancer. Pourquoi on manifeste? Mais vous savez, en France, on peut donner l'exemple. Il y a des lois qui sont prises par le gouvernement et les gens ne sont pas d'accord et ils vont manifester. Ben, c'est la même chose. Le droit de manifester, c'est de dire on n'est pas d'accord avec ce qui se passe. Et je vous rappelle qu'aujourd'hui, le dernier samedi, si on compte les gens qui ont manifesté partout sur les ponts, il y avait plus de 300 000 personnes. Vous savez, moi, je suis là depuis 1980. C'est jamais arrivé. Autant de monde partout sur le pays. Et je peux vous assurer, effectivement, il n'y a pas énormément de Mais une Haredim. fois Mais qu'on a par dit contre, ça, vous en une trouvez fois qu'on a dit dans ça. les endroits, à Bnei Brak, dans les endroits, les gens aussi manifestent. Et tout le monde aujourd'hui manifeste contre Bibi. Le problème, c'est que vos dirigeants sont intéressés à rester avec Bibi parce qu'il y a beaucoup de choses qui leur sont données. Moi, j'ai juste une question. Vous voulez des élections? Non, je parle des dirigeants de Vous voulez chasse. des élections? Je parle des représentants des Donc vous partis. voulez des élections? Nos dirigeants- Vous voulez des élections nos parce que c'est comme dirigeants- ça que ça marche. ne Simon Gobert. réfléchissent pas avec leurs intérêts personnels,
mais réfléchissent pour le bien du peuple d'Israël. Exactement. Il faut savoir une chose claire, c'est que repousser, maintenant, ramener la population israélienne à de nouvelles élections, c'est entraîner une guerre civile en Israël, clairement. Je ne suis pas d'accord, je suis pour des nouvelles élections. Oui, je vais expliquer pourquoi. Parce que tout simplement, on pousse dans les 20-25% de chômeurs en Israël. Prendre l'argent du pays pour à nouveau dépenser des millions dans des élections, alors que cet argent-là devrait venir dans les Ma'anakim, dans ce genre de choses, c'est pousser Israël à quoi arriver finalement, avec toute personne qui a un peu de jugeote et un peu de recul, se dire la majorité on l'aura pas une nouvelle fois, on va replonger encore une nouvelle fois dans de nouvelles élections, on n'aura pas de majorité, c'est se tromper complètement, je pense. Chaim Ishaï, on a entendu durant toute cette émission, et on l'a vu de part et d'autre, ces colères, ces fissures au sein de la société israélienne, révélées par cet épisode de coronavirus. Alors peut-être une question pour conclure. Est-ce qu'on peut imaginer qu'en sortant justement ces problèmes, et en les montrant en plein jour, on va peut-être obtenir par la suite une réconciliation nationale, d'une façon ou d'une autre? C'est possible ou c'est un leurre? Je risque de vous étonner avec ma réponse. D'accord. Premièrement, on va clairement dire les choses. Il y a des fractures dans la société israélienne, tout le monde l'a dit, tout le monde le sait, qui ont précédé déjà le coronavirus. Le coronavirus, il a mis qu'en exergue les problèmes déjà existants au sein de la population israélienne. On a un problème parce que là où il y a plus de proximité, il y a plus de virus. L'autre problème qu'on a tout simplement, c'est qu'il y a une politique d'aménagement qui n'a pas été bonne en Israël. Il y a une politique, il y a Yitzhak Shamir à son époque qui voulait qu'on développe le Golan, qui voulait qu'on développe le Nord, le Galil. Et on a vu différentes politiques. Ça commence à être mis en place que maintenant. C'est que maintenant que ça commence à être mis en place. Donc on a différents problèmes. On a un problème des jeunes couples qui n'arrivent pas à acheter d'appartement. Il y a un véritable problème social en Israël. Le problème social en Israël touche toutes les tranches de la population. Mais ma question portait sur la réconciliation. Oui, c'est pas à droite, c'est pas de gauche. Aujourd'hui, c'est la droite qui est au gouvernement depuis 11 ans. Je vous étonner dans la rue. Dans la rue. C'est pas vrai. C'est ça qui est étonnant. C'est qu'on a beau voir les gens sur les plateaux de télévision parler, quand on voit la rue israélienne, d'accord, la rue israélienne, les gens se parlent, les gens s'entraident, les gens appellent à aider les uns les autres. Et moi, je peux vous le dire, sur le terrain, je m'occupe d'enfants défavorisés, d'enfants maltraités. J'ai des gens de gauche, de droite, religieux, pas religieux. Dès qu'on parle qu'il veut venir aider son prochain, tout le monde vient aider son prochain. Le véritable problème qu'on a, et là le problème, il est au sein de la politique israélienne, que les gens soient de droite ou de gauche, on a besoin que nos dirigeants ici en Israël se responsabilisent. Eh bien, écoutez, l'appel est lancé. À unir. L'appel est lancé. Merci beaucoup. C'est pour ça qu'il faut les changer. Bah, écoutez, vous donnez le thème d'un nouveau débat. Changer les juges. Prochaine semaine. Merci à tous d'avoir participé à ce débat. Merci beaucoup à vous de nous recevoir.
fêtes du Nouvel An ont révélé une véritable fracture au sein de la société israélienne. Quand certains descendaient dans les rues pour contester Benjamin Netanyahu et les décisions du gouvernement, d'autres fois contester, tu l'as mal dit. Les fêtes du Nouvel An ont révélé une véritable fracture au sein de la société israélienne. Quand certains étaient dans les rues à Tel Aviv pour dénoncer le gouvernement et Benjamin Netanyahu, d'autres dans les rues de Bnei Brak bravaient les interdits qui fêtaient Sukkot. Alors comment l'avenir d'Israël peut-il se dessiner? Conversation avec lui sera aujourd'hui à Bnei Brak. Rendez-vous à 18h05 pour notre débrief de matin. Refais David. Refais David parce que tu as dit qu'on enregistre aujourd'hui. Refais David. עוד אחד. Ça là il est bien, refais David. Bonjour David, et oui, après plusieurs semaines d'interruption pour cause de confinement, nous reprenons le chemin de nos conversations. Et aujourd'hui, je vous emmène à Bnei Brak. Après les fêtes de Nouvel An, marquées par une véritable scission au sein de la société israélienne, comment faut-il voir ces ultra-orthodoxes qui n'ont pas respecté les règles du confinement quand ils bravaient la loi, ou alors sont-ils incompris parce qu'on forme un nouveau groupe et une société un petit peu rafale? Rendez-vous tout à l'heure à partir de 18h05 pour un numéro spécial conversation avec vous ici à Bnei Brak. יש לנו? Yes. קאט.